souhaitais la plus cordiale bienvenue en ce midi de novembre pour découvrir un peu la façon dont l'enseignement du théâtre, art dramatique se fait à travers le monde. Donc, on va vous parler aussi des limites. Là, on n'a pas la prétention d'avoir le portrait exhaustif de tout ce qui se fait dans les présentations auxquelles on a assisté. Toutefois, vraiment, aujourd'hui, je pense que ça va être assez riche de contenu, comme nous le disait Virginie, notre chère Virginie Rouxel, que je vous présente sans plus tarder. Donc, bonjour Chantal. Bienvenue à toutes et à tous. C'est vraiment super plaisant de vous voir. On est très enthousiaste de vous présenter aujourd'hui dans le cadre d'un midi-grette. Normalement, les midi-grettes se font en présentiel et aujourd'hui, on a une version Zoom qui va nous permettre de l'enregistrer, de rendre disponible la capsule à la suite de la présentation pour consultation ultérieure pour des gens qui n'ont pas pu être présentes. Donc, Virginie est une ancienne étudiante, encore une étudiante, mais au bac en enseignement du théâtre, qui a une pratique de l'enseignement du théâtre dans les écoles d'une dizaine d'années et qui est aussi chargée de cours, vous devez la connaître pour plusieurs d'entre vous, à l'UQAM, mais également à l'Université de Montréal et à l'UQTR, l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et elle poursuit en ce moment des études doctorales en études et pratiques des arts. Donc, merci beaucoup, Virginie. Merci pour cette introduction, Patriciane. Donc, ça va être à mon tour de vous présenter ma collègue, Patriciane Blanchette, qui a également un parcours comme enseignante d'art dramatique depuis une dizaine d'années. Elle est doctorante en éducation artistique et chargée de cours à l'Université de Sherbrooke. Et nous sommes toutes les deux membres du comité directeur du groupe de recherche en enseignement du théâtre, communément appelé le GRET. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais... Oh, il y a des gens... Donc oui, si jamais... Bon, OK, Anne nous fait dire bonjour. Alors, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat. Donc, je vais faire un partage d'écran, si tu veux, Patricia. Comme ça, on va pouvoir avoir accès aux documents. Parfait. Peut-être le mettre en mode... Oui, parfait. Super. Donc, bien sûr, comme vous avez vu là, dans la publicité qui a circulé, qu'on a tenté de rendre accessible afin de diffuser l'événement d'aujourd'hui, il s'agit vraiment de vous présenter le compte-rendu de notre participation, d'une partie du colloque international sur l'enseignement du théâtre qui s'est déroulé à l'Université Grenoble-Alpes en France à l'automne dernier. Donc, il y a un an, là, on était dans les préparatifs pour aller présenter notre projet de recherche, Virginie et moi, avec nos collègues du GRET. Donc, on a eu vraiment une belle opportunité. Et on avait pour mission, dans le cadre de cet événement-là, aussi de documenter les tables rondes qui se sont tenues. Alors, peut-être on peut aller à la diapo suivante. Ah, super, merci. Donc, le titre du colloque, c'était vraiment le colloque international sur l'enseignement du théâtre. Comment repenser l'enseignement du théâtre dans les différents contextes d'éducation? C'était un événement qui était co-organisé par le GRET, en l'occurrence la professeure Chantal Lepage, et l'Université Grenoble-Alpes, en l'occurrence Marie Bernanos. Donc, c'était vraiment une co-organisation. Le GRET a participé à la planification et à l'organisation des activités du colloque. L'objectif principal de ce colloque-là, c'était vraiment, et je dirais du GRET aussi par extension, de construire un réseau international de chercheurs et de professionnels qui se rallient autour d'un intérêt pour le renouvellement des pratiques en enseignement du théâtre et de la recherche, bien sûr, qui l'entoure. Alors, on voit qu'il y avait plusieurs organisations aussi qui participaient au colloque en France. Ici, on voit la petite salamandre. C'était vraiment la symbolique de la transformation des pratiques au fil du temps là, qui était évoquée. C'était un peu le symbole du colloque. Alors, lors des tables rondes, un ou des représentants des différents pays présents au colloque ont été invités à tour de rôle à faire état de l'histoire du théâtre éducation dans leur pays. Donc, l'objectif des tables rondes, c'était de découvrir ensemble
les différents modèles d'enseignement du théâtre. Donc, cet état des lieux historiques est un exercice qui n'avait jamais été réalisé, ou en fait, ça faisait longtemps que l'exercice n'avait pas été fait. Et c'est donc en début de colloque que les tables rondes ont eu lieu, ce qui nous a permis d'être au diapason et de percevoir où chacun se situait, puis d'identifier les points de convergence et les points de divergence. Donc, l'exercice qu'on nous a demandé de réaliser, comme l'a dit Patricia-Anne, s'inscrit donc dans cette continuité-là et dans un désir aussi d'en garder des traces. Donc, ça a permis d'identifier donc les modes de pensée, les structures, les évolutions, les gains, les pertes, les niveaux aussi, les différentes visions, les expertises différentes et, comme je l'ai mentionné, les points de convergence et de divergence. Je m'excuse parce que j'animais au fur et à mesure des gens. Ah, c'est ça. Je suis en train de... Virginie qui a le contrôle du PowerPoint, donc je suis... Donc, il y avait 2 tables rondes qui ont été présentées. La première qui regroupait donc la France, le Canada, le Brésil et le Chili. Et la seconde table ronde qui regroupait le Portugal, l'Italie, la Tunisie, l'Angleterre et la Suisse. Donc, pour les bienfaits de la présentation, aujourd'hui, on a cru bon de présenter les tables rondes de chaque pays selon le continent. On trouvait que c'était une logique qui était intéressante aussi pour nous dans notre travail, là, dans notre effort de relever ce qui était intéressant à vous partager aujourd'hui. Donc, on va commencer par l'Europe. Ensuite, on propose de faire peut-être une petite période de commentaires et questions. Donc, si vous avez noté dans le fil de discussion des commentaires et questions, prendre un 10 minutes maximum entre les deux pour, pendant que c'est frais, discuter un peu de l'Europe. Et ensuite, on va y aller avec l'Amérique. Donc, ça va nous permettre de procéder de cette façon-là. C'est bien certain, là, on n'a pas mené un projet de recherche là, dans les règles de l'art, mais on a tout de même dû se doter d'une méthodologie afin de pouvoir là, bien faire ressortir les informations. À la suite d'une analyse préliminaire à l'écoute des tables rondes auxquelles on a eu accès là, aux enregistrements, nous avons tout de suite vu des catégories qui ressortaient. Ça nous a permis de construire un tableau à partir de catégories thématiques qui se sont raffinées, qui se sont confirmées ou infirmées. Aujourd'hui, la présentation s'articule un peu autour de ces catégories-là qu'on a fait ressortir, qui sont le contexte socio-historique avant et qui a permis l'émergence et l'évolution de la formation en enseignement de l'art dramatique. Également, les différents statuts de l'enseignant du théâtre de l'art dramatique dans chaque pays qui présentait, le profil de la formation à l'enseignement de l'art dramatique et les initiatives et innovations encore en cours, ainsi que les défis actuels qui se posent toujours au niveau de l'enseignement de l'art dramatique théâtre. Bien certainement, on veut vous nommer les limites aussi de notre petit projet parce que c'est certain que nous demeurions tributaires du discours des présentateurs. Donc, c'était leur point de vue et leur façon de présenter l'enseignement dans leur pays. Donc, nous, on s'est vraiment collé à ce qu'ils ont dit. C'est certain qu'on a dû faire quelques petites recherches complémentaires pour certains acronymes, titres d'auteur, des sigles, des noms qui étaient nommés et on devait aller voir un peu plus avant là, et faire nos recherches personnelles afin de nous assurer là, des informations qu'on entendait. Donc, ça fait qu'au sortir de ça, il ne s'agit pas d'un portrait qui est exhaustif de la pratique de l'enseignement du théâtre et de l'art dramatique à travers le monde. Donc, ça nous donne un bon aperçu. C'est certain aussi que bon, il y avait 4 heures d'enregistrement. Le délai de temps imparti à la préparation de tout ça et à la présentation aujourd'hui, qui, nous espérons, là, va durer 1 heure. Donc, parce qu'on a eu énormément de contenu, on a fait beaucoup de travail à essayer d'épurer, mais ça demeure assez dense tout de même. Et c'était une quand même bonne complexité de faire ressortir les divergences et les convergences entre tout ça. Donc, c'est ce que je vous présente. Et maintenant, je laisserai Virginie commencer sans plus tarder avec la France. Oui, alors, je commence avec la France et par les propos, en fait, de Philippe Guyard, qui est directeur de l'ANRAT. Alors, en France, l'entrée du théâtre à l'école s'est faite sous le signe du partenariat et remonte à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Et comme on va le voir, cette période de l'histoire, donc la période d'après-guerre surtout, demeure décisive en ce qui a trait au théâtre-éducation, peu importe les pays, parce qu'il s'agit d'une période importante d'exode et de changement.
Donc, le terme partenariat est important à retenir ici puisqu'il est fondateur et révélateur, je dirais, de la façon de faire du théâtre à l'école en France. Donc, dans les années 50, les artistes, des metteurs en scène surtout, ont cherché à sensibiliser les enseignants à la pertinence d'un travail en commun. Donc, l'objectif de leur partenariat était, oui, de célébrer les œuvres théâtrales, mais ultimement de favoriser la décentralisation. Donc, de réfléchir à la façon d'introduire le théâtre à l'école et de penser sa mise en place sur le terrain de façon à contribuer à la formation de tous les élèves. Il y a donc, à l'époque, un partenariat qui naît entre les artistes et les enseignants. Donc, des enseignants issus des mouvements de l'éducation populaire et de l'éducation nouvelle. Et ce partenariat va perdurer jusqu'à aujourd'hui. Et c'est un partenariat qui est aussi porté par un certain militantisme visant à généraliser l'accès à l'éducation, aux arts et à la culture. Donc, dans les années 60, il y a de premiers documents pédagogiques qui sont créés et diffusés. Et on assiste aussi à l'apparition dans les écoles de ce qu'on appelle des clubs théâtre. Donc, les enseignants qui les animent ont eu une pratique de théâtre amateur et beaucoup ont été formés par des mouvements d'éducation populaire comme les CMEA, qui sont donc des centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active qui sont particulièrement présents lors du Festival d'Avignon. Donc, leur formation est extérieure à l'éducation nationale. Un moment fondateur qui va nourrir l'élan du théâtre-éducation dans les années 70 est le colloque d'Amiens, donc qui est consacré à la pédagogie et à des thèmes tels que l'école nouvelle, l'accès à l'éducation, etc. Donc, ce colloque va aboutir, entre autres, au constat que l'école doit donner une plus grande place à l'éducation artistique en privilégiant le contact avec les artistes. Donc, ce colloque va engendrer ainsi des changements dans l'école quant à la place allouée aux arts et à la culture. Donc, il y a vraiment un cadre d'action qui se dessine et des sources de financement qui apparaissent également. Donc, par conséquent, les compagnies de théâtre vont commencer à intervenir de plus en plus en milieu scolaire pour accompagner les enseignants puis participer à l'animation de ces clubs théâtre. Mais ce n'est pas encore une pratique qui est institutionnalisée. Donc, l'une des compagnies phares est le Théâtre du Soleil avec Ariane Mouchkine. En 1977, on va assister à la création de la mission d'action culturelle en milieu scolaire, qui permet d'assurer et d'officialiser les liens entre le ministère de l'Éducation nationale et les partenaires concernés par l'éducation artistique. On va prôner alors la pédagogie par projet et plusieurs commissions d'action culturelle vont être mises en place pour définir les projets à mettre de l'avant dans les différents établissements d'enseignement. Donc, dans les premiers temps, on rencontre quelques tensions. Quel théâtre enseigner? Comment l'enseigner? Donc, il y a quelques désaccords, il y a une prédominance de la langue et de la littérature au détriment de l'espace dédié, par exemple, au travail du corps. Mais ces tensions vont néanmoins être propices aux réflexions et à la quête de définition. Bon, pour la suite de mon propos, il est important de noter qu'en France, c'est au ministère de la Culture que revient majoritairement la mission de favoriser l'accès aux arts et à la culture. Donc, c'est pour ça qu'on parle de mission culturelle et d'action culturelle. Et c'est pour ça aussi qu'il y a d'un côté un projet éducatif qui relève du ministère de l'Éducation nationale et de l'autre, un projet culturel qui relève du ministère de la Culture. Donc, et le défi du théâtre-éducation en France, d'hier à aujourd'hui, c'est de parvenir à concilier ces deux projets afin de parvenir à introduire les arts et la culture dans l'éducation. Donc, le protocole de 1983 va d'ailleurs contribuer à consolider le partenariat entre les deux ministères et va permettre d'assurer une meilleure cohérence entre leurs projets respectifs, donc le projet éducatif et le projet culturel, grâce entre autres à des programmes éducatifs communs, à des programmes conjoints de formation enseignants-artistes et à des jumelages entre des écoles et des lieux culturels. Donc, ce partenariat est aussi consolidé avec la loi du 6 janvier en 1988 qui va venir officialiser le rôle et la participation active des artistes dans l'enseignement. Donc, il y a donc, durant les années 80, qui est une grande période de développement, une multiplication des dispositifs en éducation qui vont permettre l'accès aux arts et à la culture, mais il faut noter que le nombre d'enfants concernés
reste très longtemps réduit. Dans les années 90, le partenariat est accepté sur le terrain parce qu'on est en mesure de voir ses effets. Donc, les différentes actions menées de part et d'autre se continuent, mais encore une fois, il y a toujours peu d'élèves qui sont touchés par toutes ces mesures parce qu'il n'y a pas encore de réelle généralisation. Pour ça, il va falloir plutôt attendre les années 2000 pour que le partenariat entre les deux ministères permette de généraliser les pratiques artistiques et d'étendre l'accès à la culture à l'ensemble des écoles. Il y a d'abord un premier plan, un plan de 5 ans, qui a été élaboré, mais les objectifs ne seront pas atteints dans les délais prescrits. Malgré tout, le plan est quand même un cadre de référence important pour les pratiques d'éducation artistique et culturelle à l'école. Donc, ça demeure un document de référence qu'on va exploiter dans les années suivantes. Mais le grand changement, c'est en 2013, avec le parcours d'éducation artistique et culturelle qui est inscrit dans le projet global de formation d'élèves de l'entrée à l'école jusqu'au lycée, c'est-à-dire de 3 à 18 ans. Donc, en quoi consiste donc ce parcours d'éducation artistique et culturelle? Je vais lire donc la définition. L'ensemble des connaissances acquises par l'élève, des pratiques expérimentées et des rencontres faites dans les domaines des arts et du patrimoine, que ce soit dans le cadre des enseignements, de projets spécifiques, d'actions éducatives, dans une complémentarité entre les temps scolaires, périscolaires et extrascolaires. Donc, c'est un projet qui repose sur des rencontres, des pratiques et des connaissances, mais ce parcours-là, une de ses caractéristiques importantes, ce sont vraiment, c'est sur quoi il se fonde, à savoir les enseignements, les projets et le partenariat. Parce que ce parcours-là est construit conjointement par l'ensemble des acteurs impliqués dans l'éducation artistique et culturelle. Les enseignants, les artistes et les médiateurs. Ça, c'est quand même caractéristique du modèle en France. En 2015, il y a un référentiel qui va être publié pour la mise en œuvre du parcours d'éducation artistique et culturelle. Et en 2016, il y a une charte de l'éducation artistique et culturelle qui va être présentée afin de rassembler donc, les acteurs et les institutions autour de 10 principes qui fondent l'éducation artistique et culturelle. Donc, les enseignants, maintenant, en devenir ou en poste, sont formés à ce qu'on appelle l'EAC et à cette logique, donc, de parcours et de partenariat. Donc, il n'y a pas de formation spécialisée en enseignement des arts. Il y a plusieurs outils et ressources numériques de plus en plus qui sont diffusés et l'aspect intervention scolaire est de plus en plus pris en compte dans la formation des comédiens. Quelques statistiques là, pour voir où tout ça en est. Là. Au cours de l'année scolaire 2017-2018, il y avait 75% des élèves qui ont bénéficié d'au moins une action d'éducation artistique et culturelle. Donc, en 2020, l'objectif est d'atteindre 100%, soit une généralisation totale de ce parcours. Bon, pour ce qui est de la France, on avait plus d'un intervenant. Donc, le deuxième intervenant, c'est M. Patrick Zouzala, qui était représentant du ministère de la Culture. Lui, par son intervention, il est venu mettre en évidence le rôle des conservatoires, qui offrent un enseignement initial ou un enseignement supérieur en art. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que traditionnellement, les conservatoires se consacraient à l'enseignement de la musique, puis de la danse, mais depuis peu, avec les nombreuses réformes des années 2000, les conservatoires sont désormais ouverts à l'enseignement du théâtre. Bon, ça, c'est une nouveauté importante. Et lorsqu'on parle d'enseignement initial en conservatoire, on fait référence à un enseignement qui initie à une forme d'art et qui s'offre donc dès le primaire et jusqu'à la majorité. Donc, ce qui permet enfin à ceux qui souhaitent entreprendre des études supérieures en théâtre d'avoir une formation initiale en théâtre, ce qui n'était pas possible avant. Mais là, comme les conservatoires se dédient exclusivement à l'apprentissage d'une discipline artistique, cette formation initiale-là s'offre donc en parallèle de l'enseignement général obligatoire. Donc, ça nécessite toutes sortes d'aménagements au niveau de l'horaire, etc. Donc, il y a une nouveauté en ce qui a trait au conservatoire, mais le parcours et les modalités à proposer aux élèves restent finalement à réfléchir. Et le troisième intervenant de la France, c'était M. Ludovic Léger, donc professeur de théâtre au lycée Charles Baudelaire. Et par son intervention, lui, il est venu nous parler de la réforme du lycée et du nouveau bac. Donc, ce qu'il faut savoir à ce propos, c'est qu'en France, le baccalauréat
communément appelé le bac, est un diplôme qui sanctionne la fin des études secondaires, donc la fin des lycées, et qui permet l'accès à un enseignement supérieur. Donc, jusqu'à tout récemment, dépendamment des 3 voies d'études possibles au lycée, les élèves pouvaient obtenir un diplôme de bac général, de bac technologique ou encore de bac professionnel. Mais en 2019, il y a eu une réforme qui a modifié donc significativement le parcours des élèves. Ce que vous voyez d'ailleurs à l'écran, c'est finalement la répartition des heures du nouveau parcours proposé aux étudiants. Donc, avant la réforme, dépendamment du bac pour lequel tu étudiais, tu avais accès à des options en lien avec ton type de bac et sa logique. Mais avec le choix des options était limité, ce qui avait l'avantage d'assurer un taux de participation suffisant pour donner les cours optionnels. Mais avec la réforme, quel que soit le profil que tu choisis, tu as maintenant accès à l'ensemble des options. Ce qui est chouette parce que, bon, un élève qui étudie en sciences peut s'inscrire à un enseignement en spécialité théâtre. Ça, c'est le côté positif. Mais l'enseignement des options devient donc aujourd'hui tributaire du choix des élèves, ce qui peut mettre en péril l'enseignement de certaines disciplines optionnelles. Et comme les options ne sont plus rattachées à un type de bac en particulier, bon, la pondération accordée à l'option diminue, puis comme le nombre d'options à choisir diminue aussi durant le parcours lycée, bien, il est possible de perdre des élèves en cours de route. Donc, on perd des subventions, on ferme des groupes, etc. Donc, et comme toutes les options ne sont pas offertes non plus dans tous les établissements, des fois, il faut changer d'établissement pour être capable d'avoir accès aux cours. Donc, bref, encore une fois, tous ces changements-là engendrent des nouveautés auxquelles il faut faire face, puis le parcours demeure encore à réfléchir. Donc, ce serait tout pour la France. Je te cède la parole, Patricia. C'est certain que la France, les intervenants qui étaient présents ont pris 1 heure là, des tables rondes, donc il y avait beaucoup d'informations à partager. Pour les autres pays, ça va de façon un petit peu plus succincte. Donc, ça nous amène en Angleterre et Madame Bernanos nous nommait là, en début de table ronde qu'il avait été difficile de trouver une personne pour représenter l'Angleterre dans le cadre du colloque. Donc, on a eu la chance d'avoir Julia Fila-Canapa de l'Université Paris 8 qui était présente au colloque pour nous présenter l'Angleterre. Tu peux m'avancer, Virginie. Alors, ici, on y va un peu plus avec les catégories qu'on avait fait ressortir. Donc, on retourne un petit peu plus en arrière avec l'arrivée du Board of Education qui fait un peu office de l'éducation nationale en Angleterre. Et c'est certain qu'en Angleterre, vous le savez, on part d'une vaste tradition shakespearienne qui tend à teinter encore aujourd'hui l'enseignement de l'art dramatique et du théâtre, on peut bien l'imaginer. Bien sûr, dès 1910, on faisait ressortir les avantages de l'activité dramatique. Toutefois, l'art dramatique n'était pas encore reconnu comme une discipline scolaire dans les curriculums. Il y a beaucoup cette perception, et jusqu'en 1940-50, du théâtre comme moyen au service des autres disciplines, du théâtre dans sa transversalité là, qui sert pour les autres disciplines. Donc, vers 1940-1950, toutefois, on voit qu'il y a une valorisation de la création dans les écoles. Donc, la création théâtrale, il va y avoir des activités dramatiques qui vont être menées. Même l'intervenante nous disait là, que c'est vraiment dans la tradition scolaire, il y avait toujours des pratiques théâtrales. Toutefois, les objets de l'art dramatique, les techniques théâtrales comme on les connaît au Québec ne sont pas enseignées là, à ce moment-là. Ça se résume vraiment à monter une pièce de théâtre et à une performance théâtrale. Toutefois, on commence à poindre là, la notion de développement de l'individu au niveau des habiletés sociales, de la confiance en soi, au niveau corporel et vocal aussi. Donc, à ce moment-là, tranquillement, surtout avec l'ouvrage fondateur, les ouvrages fondateurs de Peter Slade, Child Drama et Development Through Drama, on voit vraiment que de plus en plus de place pourrait être accordée au développement de la personne à travers l'art dramatique. Donc, ça devient encore un moyen aussi. On veut développer la personne avec l'art dramatique. Il y a aussi la pensée de John Dewey qui teinte beaucoup la philosophie en Angleterre de l'enseignement du théâtre, la pédagogie du jeu. Le jeu est le propre de l'enfant et le moteur de l'apprentissage. Donc, le cas de figure, comment ça se passe en
Angleterre, pour la formation à l'enseignement de l'art dramatique, il y a vraiment un peu des niveaux, selon 4 niveaux, et dans lesquels il y a aujourd'hui un enseignement obligatoire de l'art dramatique, donc vraiment spécifique du théâtre. Au départ, c'est surtout au niveau des savoirs et de la compréhension liés à la pratique. Donc, on va observer de la pratique, on serait peut-être un peu plus dans la réception. Lorsqu'on arrive au niveau 3, c'est Key Stage, le KS. Si tu tapes encore, Virginie, je pense que le texte en haut. Ah, bon, pas grave. Ça, c'est le programme national. Donc, les Key Stage, c'est vraiment des étapes de formation. C'est la façon dont le cursus scolaire est élaboré. Et on va voir que là, à partir du niveau 3, on va avoir vraiment la lecture d'un minimum de 2 classiques et on cherche à réfléchir, analyser et apprécier ses propres œuvres et celles du répertoire. Donc, ça peut ressembler quand même un peu à notre compétence appréciée ici au Québec. Et au niveau 4, là, on va vraiment avoir l'étude de 4 pièces de Shakespeare. Donc, Shakespeare prend énormément de place. On va faire vraiment une analyse, décortiquer la mise en scène et on va expérimenter des scènes shakespearienne en mémorisant par cœur le texte à des fins d'interprétation. Et au bac encore, tous les étudiants, tout programme confondu, vont avoir à lire au moins 2 classiques qui vont souvent se résumer à Shakespeare aussi. Quelque chose d'intéressant ou qui était assez... qui nous a interpellés par rapport à ce qu'on a vu en Angleterre. Au niveau du statut de l'enseignant de l'art dramatique, il y a 2 possibilités. Donc, souvent, le cas qui est le plus fréquent, c'est celui à gauche. Les étudiants vont faire un diplôme spécialisé en théâtre de 3 ans et faire un Postgraduate Certificate, un certificat post-bac d'1 an afin de se spécialiser en pédagogie. Donc, ils sont d'abord formés en théâtre et ensuite se spécialisent en pédagogie. Mais on voit aussi beaucoup dans la pratique, dans les écoles en Angleterre, que le diplôme d'enseignement de 4 ans, qu'il n'y a pas de spécialisation en théâtre, s'il y a un intérêt, la personne a une certaine expérience en pratique théâtrale, souvent aussi ces personnes-là vont se retrouver à pouvoir enseigner l'art dramatique dans les écoles. On voit aujourd'hui tout de même ce qui était spécifique là, à l'Angleterre, c'était une approche, elle nous a parlé longuement là, de l'approche kinesthésique, là, qui était vraiment, on essaie d'intégrer le texte par le corps avec un gestus, une gestuelle apprise par cœur, une chorégraphie. Ils appelaient ça hands-on pour arriver à comprendre le texte par le geste. Et également, comme en France, il y a de plus en plus de partenariats entre artistes et écoles qui tendent à se développer, sans que ce soit tout à fait institutionnalisé encore, pardon. Et également, on adhère à une vision de l'apprentissage pour tous qui est dans un contexte de progression et d'équilibre de toutes les dimensions de l'être. Aujourd'hui, c'est certain, on parle, plus tard on va vous le dire, de textocentrisme. Ça arrive dans quand même plusieurs pays où il y a une large dominance de l'œuvre de Shakespeare et on cherche à élargir, bien sûr, à la pratique plus contemporaine du théâtre et aux auteurs contemporains. Donc, pour l'Angleterre, c'était ça. Ça nous amène en Italie. L'Italie aussi qui a une très grande tradition théâtrale, on le sait bien. Donc, on avait Isa de Zaguan et Chiara Romero qui étaient présentes pour nous présenter le modèle italien. Donc, on retourne encore plus en arrière pour l'Italie. 1859-1876, c'est l'époque qui s'appelle de l'unification. Donc, l'école devient gratuite et obligatoire. Toutefois, on sait bien que la culture n'a pas encore une place prédominante et surtout le théâtre n'est pas encore présent dans les programmes ni institutionnalisé. Ici encore, on a cette tradition littéraire qui a été caractérisée de peut-être étouffante avec nos grands auteurs comme Pirandello, la Commedia dell'arte, Goldoni, Calderón de la Barca. Alors, le théâtre était souvent perçu comme un champ qui était mitoyen entre d'autres domaines de connaissances, la linguistique, la sociologie, la psychologie et la philosophie. Donc, c'était très, je dirais, plus cérébral, peut-être, la pratique du théâtre. Vers 1900, quand même, il y a plus d'un siècle, le théâtre, on s'aperçoit que les élèves ont encore une voix et que ça peut être intéressant de leur permettre de développer leur expressivité à ces niveaux-là. Donc, le théâtre, il est inséré bien sûr par le genre littéraire, mais on commence à voir se poindre une pratique du théâtre en milieu scolaire. Vers 1950, vraiment avec les avancées là, pour le faire pragmatique, la didactique par le jeu dont je vous parlais tout à l'heure, ça a vraiment une influence en Italie. Et en même temps, il y a la fondation de l'Institut de l'histoire du théâtre à Rome, qui, quand même, ça fait quand même un bon moment, a été fondée. Donc, ça va avoir une influence aussi sur la prise en compte du théâtre dans la société en général.
Et même en 1960, l'enseignement du théâtre devient un champ de recherche à part entière au sein de la recherche théâtrale en Italie. On commence vraiment à s'intéresser à comment peut se didactiser le théâtre ou l'art dramatique. En 1971, la création des DAM, ce qu'on appelle, c'est vraiment des centres disciplinaires pour l'art, la musique et l'art du spectacle. Donc, on va vraiment interdisciplinaire entre différents arts. Et là, ça va prendre quand même encore une quinzaine d'années avant que l'Institut supérieur d'art dramatique ouvre ses portes. Encore une fois, ce que les intervenantes ont mentionné, c'est que le théâtre était vu comme un vecteur, comme un médium au service des apprentissages. On apprend par le théâtre plusieurs disciplines, les objets spécifiques au théâtre ou à l'art dramatique qui ne sont pas encore tout à fait définis dans la pratique. Vers les années 2000, donc on va quand même un peu plus loin, là, vers les années 2000, même en 2009. Là, on a vraiment des centres universitaires théâtrales et il y a un mouvement nouveau, là, un souffle qui permet de décloisonner et d'amener l'art en région, de l'intégrer au territoire. Donc, la pratique semble exploser un peu il y a une dizaine d'années. Et c'est certain que les associations privées se mettent de la partie et permettent cette meilleure considération du théâtre qui pénètre tranquillement les institutions. Toutefois, là, on dit 2020, c'est certain que le colloque était en 2019, mais on doute qu'il y ait eu des grandes avancées dans les derniers mois. Donc, si tu m'amènes à la 2020, Virginie, on voit qu'il y a encore peu d'enseignement d'art dramatique. Ce n'est pas une pratique qui est institutionnalisée et malheureusement aussi, il y a un faible financement. On demeure attaché au classique, à ce fameux textocentrisme. Donc, on va voir beaucoup de cas de mise en voix, de lecture expressive à voix haute de textes de Shakespeare à l'école. Peu de pratique des objets de l'art dramatique. Et bon, c'est certain, la valorisation semble davantage, la performance semble davantage valorisée au détriment du processus en soi. Et pour les chercheurs, ils disent que les pratiques sont difficiles à retracer parce qu'il y a vraiment une disparité. Les praticiens ne communiquent pas entre eux. Il n'y a pas d'association comme au Québec, on a la TEC qui permet de rendre compte, l'Association Théâtre-Éducation, des pratiques des enseignants et de les mettre en commun. Ça m'amène au Portugal. On fait vraiment un grand voyage autour de l'Europe. Hein? Donc, on a eu la chance d'avoir Margarida Torres de l'Université de Coimbra. Et elle nous a amené aussi assez loin dans le passé avec le fond de dictature là, qui a un peu précédé l'émergence de la pratique théâtrale. Donc, une période de dictature qui était assez courte, mais qui a eu une grande influence de 1926 à 1933. Et jusqu'en 1950, on a vraiment vu une sous-évaluation de l'art dramatique qui n'était pas valorisée et les activités artistiques étaient liturgiques, vraiment limitées au récital religieux. Vers 1950, où est mon texte? On voit bien que il y a dans le grand mouvement là, en Europe et à travers le monde, l'Association internationale de l'éducation pour l'art va vraiment avoir un impact direct sur la pratique artistique. Et vraiment, là, ce qui était plus raison, on abordait le texte théâtral et classique de façon plus cérébrale. Là, tout à coup, l'émotion peut être vécue en classe. On peut accompagner l'apprenant dans le développement de son expressivité à travers le théâtre. Ça nous amène un gros moment, là, avec peu de développement peut-être, jusqu'en 1990, selon ce que l'intervenant nous a partagé. On voit maintenant que dans les profils de formation au Portugal, au premier cycle, l'expression dramatique va être une matière qui va être obligatoire pour tous les enseignants du préscolaire et du primaire. Donc, ils vont devoir faire de l'expression dramatique dans le cadre de leur cours et ils vont être formés à ça. Là, elle ne nous avait pas donné beaucoup de précisions, mais elle nous avait dit tout de même qu'il y a des petits ateliers qui sont offerts à la formation, à l'enseignement pour leur permettre d'intégrer. Donc, ça demeure un contenu complémentaire à la formation, à l'enseignement. Et également à la maîtrise, on va intégrer l'art dramatique dans de nombreux programmes comme l'animation sociale, la gérontologie sociale, la musique appliquée, la thérapie. Lorsqu'on intervient avec des gens, on s'aperçoit que l'art dramatique peut être convoqué et utile. En 2010, 20 ans plus tard, on lutte encore, l'enseignement supérieur lutte pour changer de paradigme et on cherche à développer une pratique pour former des professionnels. Donc, il y a énormément d'initiatives communautaires qui sont à la base de ça. Il y a beaucoup de pratiques qui se font. On nous a parlé de théâtre avec les personnes malentendantes, des pratiques vraiment de théâtre social. L'apport des neurosciences aussi commence à prendre plus de place, mais tout de même, encore en 2019 ou en 2020, on remarque qu'il n'y a pas d'obligation
de l'enseignement artistique au primaire ni au secondaire et qu'il y a une grande nécessité de former des artistes pédagogues. D'ailleurs, Margarida avait évoqué le modèle québécois comme une inspiration potentielle vraiment pour le Portugal, ce qui nous a fait un petit clin d'œil agréable. Et donc, la nécessité de créer une plateforme pour allier toutes les connaissances artistiques aux connaissances didactiques, donc que la pédagogie rencontre davantage le théâtre afin de former des artistes pédagogues. Maintenant, on avait également la Suisse, c'est le dernier pays d'Europe. Virginie est là, c'est un marathon. Donc, ici en Suisse, ce qui était particulier, c'est que vous le savez, il y a deux parties en Suisse, la Suisse romande, la Suisse allemande germanique. Donc, les modèles sont assez différents. C'est certain qu'avant 1970, on a relevé dans les deux cas peu de pratique de l'enseignement du théâtre. Il n'y avait pas de formation professionnalisante. C'est certain qu'on était aussi ancré beaucoup au niveau théorique et historique. On revoit ça un peu partout en l'aspect plus rationnel. On aborde par le genre littéraire du théâtre et on est moins dans une pratique, praxis pragmatique, comme on pourrait dire. En Suisse allemande, c'est vraiment l'enseignement, il y a une forte tradition de l'enseignement musical, le chœur, donc on va avoir vraiment les harmonies d'instruments vont être très présents. Et les pratiques de théâtre, elles sont sporadiques et elles sont laissées au bon vouloir des praticiens. Dans les deux cas, en 1970, je ne sais pas si c'était concerté, mais les hautes écoles professionnelles apparaissent. Donc, à Zurich, il n'y en a qu'une, Haute École des Arts de Zurich. Mais dans les hautes écoles professionnalisantes en Suisse romande, il y a l'apparition d'éducation artistique et culturelle qui permet de pénétrer les écoles. Ce qui est intéressant en Suisse romande, c'est qu'en 1970, on l'appelle le premier concordin intercantonal. Et ce que ça fait, ce concordin-là, c'est que la scolarité devient vraiment obligatoire. Il y a une tendance à uniformiser un peu les contenus, mais toutefois, il y a encore ces silos comme chaque canton va être responsable un peu. Donc, on essaie de rallier tout le monde, mais on remarque, vous allez voir même encore aujourd'hui, que ça a tendance à être très différent selon le canton. Virginie, le petit piton. Fonctionne? Alors, en Suisse romande, il y a maintenant un plan d'études qui est adopté. On va faire de l'art dramatique, cependant, il est obligatoire seulement de 12 à 14 ans. Donc, le lycée va en être exclu. Et il y a, pour former des éducateurs de théâtre, on les appelle les quatre hautes écoles de théâtre qui forment les professionnels et les éducateurs de théâtre. Donc, il y a des programmes spécialisés aux enseignants de théâtre. Toutefois, il n'y a pas d'études théâtrales à l'université. Donc, c'est vraiment, ça se passe dans les hautes écoles de théâtre. Au niveau de la Suisse allemande, on fait beaucoup plus de théâtre durant le lycée. Avant ça, on n'y touche pas beaucoup. Et il y a une collaboration avec la Haute École des Arts de Berne qui forme les comédiens et les professionnels du théâtre, mais il n'y a pas en Suisse allemande de formation spécifique à l'enseignement de l'art dramatique. Les professionnels, comme il n'y a pas de formation partout, dans les deux cas de figure, les professionnels ont le droit d'enseigner le théâtre sans avoir de formation pédagogique. Donc, si on est comédien, si on a une pratique théâtrale établie, on peut aller se proposer pour enseigner l'art dramatique dans les milieux scolaires. En l'an 2000, il y a quand même des développements qui se sont réalisés. Là, il y a les centres interdisciplinaires artistiques qui regroupent des chercheurs de divers horizons autour de la pratique artistique. Ce n'est pas spécialisé sur l'enseignement, par contre, mais c'est un des volets qui est abordé. Et en Suisse allemande, on voit que on dirait que ça a tendance à un petit peu se développer davantage parce qu'il y a des ateliers d'amateurs qui se multiplient de la maternelle à l'âge adulte. Toutefois, ça demeure des partenariats qui sont sporadiques et qui sont laisser au bon vouloir des praticiens et de la présence de professionnels culturels en milieu scolaire. Et c'est certain qu'on commence à voir que l'expérience du théâtre peut avoir un bon impact au niveau éducatif en plus de la performance. Dans les deux cas, les défis actuels, il y a peu de plans communs de formation. Ce sont des initiatives qui sont localisées. Il n'y a pas de formation officielle ni structurée et c'est du cas par cas, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, c'est ce qui compléterait nos pays d'Europe, je crois bien. Ah, mais il me reste la Tunisie. Merci, ma chère Virginie. Alors, je vais juste regarder le temps, il était 10. La Tunisie, ça va assez succinctement aussi. C'est certain que ce qu'on doit savoir, c'est le fonds
pré-révolution qui était là. Donc, on a vraiment la rencontre des traditions de l'Occident et de l'Orient qui a créé peut-être certains blocages. Donc, on avait tendance à avoir une forme de théâtre colonial et le peuple n'était pas nécessairement interpellé. Et la vie culturelle n'était pas présente dans ce temps-là. Les artistes étaient vus comme des êtres marginalisés. En 1962, toutefois, là, le théâtre, le président, dans son premier discours de l'indépendance, lors de la Révolution, a nommé que le théâtre est un outil d'éducation populaire et de propagande. Donc, on voit vraiment que le théâtre a pris sa place un peu plus à ce moment-là et a continué à se développer dans les années 70. Toutefois, on commence à le prendre en compte dans les années 70 dans le renouveau pédagogique en Tunisie. Donc, on voit apparaître, mais c'est tout de même très pâle et très discret encore, parce qu'en 87, on n'a pas encore de théâtre dans la société à proprement parler. On va attendre en 2010, donc 30 ans plus tard, pour qu'il y ait une révolution artistique en Tunisie et qui va mener à la création des centres d'art dramatique. Donc, la vie culturelle, depuis ce temps-là, l'intervenant Rachid Fati, qui nous a présenté, était vraiment très dynamique et animé par tous les développements des dernières années. Donc, en 2015, l'intégration de l'activité théâtrale dans les écoles des maîtres. Donc, les futurs enseignants vont avoir 1 an de formation en enseignement du théâtre. Donc, il y a vraiment des belles avancées qui se font. Et en 2020, on assiste vraiment à un décloisonnement du théâtre qui était plus institutionnalisé et on cherche à amener la pratique dans la société et dans les écoles. Donc, il y a vraiment une ouverture. On désacralise cet espace de la formation théâtrale purement aux comédiens. On essaie de donner accès à tous. Les artistes demeurent toutefois encore marginalisés et non acceptés par le pouvoir. Donc, je m'excuse d'avoir oublié la Tunisie. Ça faisait une bonne suite. Et je sais que ça fait beaucoup d'informations, mais on voulait peut-être prendre quelques minutes pour voir s'il y a quelques questions de la part de notre auditoire. Merci beaucoup. Je me permets de faire un partage d'écran juste pour revoir un peu les gens, voir si vous avez des questions. Merci, Patricia-Anne, parce que c'est vraiment tout un marathon que de faire tous ces pays un à la suite de l'autre. Donc, est-ce que des points qui mériteraient d'être clarifiés, certaines questions? Sinon, on peut enchaîner sans problème. Je veux dire que l'Amérique est moins longue un peu aussi. Oui? OK. Bien, s'il n'y a pas de questions, on va continuer. Hop. Alors, on va y aller avec le Canada, ou devrais-je dire le Québec. Alors, c'était donc 2 interventions que j'allais omettre de mentionner les noms de Chantal Lepage et de Carole Marceau, qui sont toutes 2 professeurs à l'École supérieure de théâtre, membres fondateurs du GRET, qui ont donc fait cette présentation à Grenoble. Alors, le théâtre éducation au Québec, c'est 2 commissions d'enquête. Donc, la commission parents et la commission RIOU. C'est 3 générations de programmes, ceux des années 70, ceux des années 80 et ceux des années 2000. Et c'est aussi la figure de l'artiste pédagogue qui se destine à l'enseignement de l'art dramatique au primaire ou au secondaire. Et c'est une figure qui est caractéristique du modèle québécois et qu'on ne retrouve pas finalement ailleurs dans le monde. Alors, rapidement, il est important de rappeler que le système d'éducation québécois a été fondé et qu'il est toujours grandement marqué par les travaux de 2 commissions d'enquête qu'on voit ici dans la diapositive. Alors, ces 2 commissions sont liées parce que c'est en réaction aux travaux de la commission parents que la commission RIOU a été mise sur pied. Donc, dans le rapport parent, l'art figurait comme un complément culturel. L'éducation artistique était maintenue dans une espèce de marge. Donc, toutes les questions entourant la formation en art ou encore la formation des futurs enseignants en art étaient peu abordées, pour ne pas dire pas du tout. Donc, les réactions ont été nombreuses, d'abord et surtout chez les étudiants et des écoles des beaux-arts, des conservatoires, etc., et aussi au sein des milieux artistiques et culturels, ce qui a mené à la création, donc, de la commission RIOU, qui aurait comme principal mandat de penser la place de l'enseignement des arts dans le système d'éducation récemment modernisé. Donc, bien que son rapport ait été déposé dans un contexte qui était peu favorable, dans un contexte politique peu favorable à sa mise en œuvre, il a quand même permis, entre autres choses, que l'éducation artistique soit inscrite au programme de l'enseignement du préscolaire au supérieur. De l'année 2019, on a d'ailleurs fêté les 50 ans du rapport RIOU, qui demeure encore aujourd'hui un document d'une grande pertinence. Alors, on y présente l'expérience esthétique comme l'objectif de l'éducation artistique et les expériences donc, qui y sont proposées
en art sont liés, oui, au faire, mais sont liés aussi au voir. Et c'est également dans le rapport Rioux qu'on découvre la figure de l'artiste éducateur qui deviendra plus tard l'artiste pédagogue. Donc, dès le départ, on reconnaît au Québec l'importance d'une double formation chez ceux qui se destinent à l'enseignement des arts. Ça aussi, c'est caractéristique de notre modèle. Donc, l'artiste qui enseigne doit aussi recevoir une formation qui le prépare au rôle d'éducateur qui va être amené à jouer. Parce que, et là je cite le rapport Rioux, parce que la connaissance et la pratique des arts, bien que nécessaires, ne sont pas des garanties absolues de réussite pédagogique. Donc, par conséquent, il faut accepter que l'artiste qui décide de faire carrière dans l'enseignement soit autant éducateur qu'artiste. Alors, au Québec, l'art dramatique, en tant que discipline scolaire, est né dans le prolongement du jeu spontané de l'enfant, un peu à l'ombre du théâtre. Ensuite, la discipline a traversé 3 générations de programmes qui ont contribué à définir le rôle et la posture de l'artiste pédagogue en théâtre. Donc, avec le premier programme des années 70, donc le programme d'expression dramatique, on vise le développement global de la personne. Donc, on présente alors l'expression dramatique comme une réponse aux besoins de l'enfant et à ceux du processus d'apprentissage. Donc, le programme n'est pas obligatoire, il est essentiellement prescriptif, il peut être utile à tous, puis il sert finalement des fins autres que celles du théâtre. Et Gisèle Barrette, au Québec, en est une figure marquante, donc de l'expression dramatique. Dans les seconds programmes, ceux des années 80, donc des programmes obligatoires, on se préoccupe toujours du développement de la personne parce qu'on est en milieu scolaire, mais cette fois, on dépasse le niveau de la simple expression en ajoutant une intention de communication et l'apprentissage d'un langage, le langage dramatique. Donc, la discipline est reconnue et elle devient autonome. Donc, il ne s'agit plus simplement d'un outil au service des autres matières. Et c'est à cette époque aussi, les années 80, qu'on assiste au véritable déploiement des visées, je dirais, réformatrices de l'éducation artistique telle que l'entendait le rapport Rioux. Bon, dans les années 90, les finalités pédagogiques se précisent pour faire place dans les années 2000 au tout dernier programme de formation de l'École québécoise qui est résolument axé sur le théâtre. Donc, l'art dramatique s'inscrit désormais dans le domaine des arts, l'un des 5 domaines d'apprentissage en constituant la trame du curriculum. Et l'art dramatique permet maintenant aux élèves de vivre des expériences à partir de propositions qui sont amenées par l'enseignant, qui les guident donc dans l'expérimentation de démarches et de processus liés à la création, à l'interprétation et à l'appréciation d'œuvres théâtrales. Donc, les expériences proposées sont liées au faire et au voir. Donc, on est beaucoup plus du côté du théâtre et de l'expérience culturelle. Bon, en plus de la figure de l'artiste pédagogue, il y a une autre particularité du modèle québécois qui mérite d'être soulignée, c'est la possibilité d'avoir un parcours artistique du primaire à l'université. Donc, du primaire au secondaire, l'élève est au contact d'enseignants spécialistes en art dramatique, développe les mêmes compétences. Donc, les contenus de formation et les contextes de réalisation se complexifient, ce qui permet à l'élève d'approfondir ses apprentissages. Il y a donc une continuité et une cohérence entre ces 2 ordres d'enseignement-là qui, au fil du temps, permet à tous les élèves au quotidien de pratiquer l'art et de finalement développer ses compétences. L'élève peut aussi donc poursuivre sa formation collégiale, puis à l'université ou dans les écoles ou conservatoires de théâtre. Donc, au Québec, la majorité des enseignants spécialistes en art dramatique sont formés à l'École supérieure de théâtre de l'UQAM. Donc, il s'agit d'une formation de 4 ans qui mène à l'obtention d'un brevet d'enseignement. Donc, durant son parcours, l'étudiant va être amené à construire ses connaissances théoriques et pratiques, ses habiletés pédagogiques et les attitudes nécessaires à la pratique professionnelle. Autrement dit, la formation de l'artiste pédagogue s'inscrit inévitablement dans une approche à 2 niveaux, où se côtoient et s'interpellent pratique artistique ainsi qu'une pratique didactique appuyée sur des fondements pédagogiques. Et la formation est complétée donc par 4 stages en milieu scolaire. Autre chose qui est important de mentionner aussi, c'est que la présence du théâtre à l'école est en grande partie assurée donc par des spécialistes de la discipline, mais aussi par le protocole culture-éducation, donc qui permet à des artistes de réaliser de façon ponctuelle des projets artistiques en milieu scolaire. Donc, ce qui ressemble un peu au partenariat qui se fait en France. Donc, ce protocole permet aussi à des écoles d'accueillir des artistes en résidence. Bon, il y a des budgets qui peuvent être débloqués, etc. C'est ce qui favorise aussi les sorties culturelles au primaire et au secondaire. Puis, ce qui est intéressant avec le modèle,
si on essaie d'étudier ça aussi sur le long terme, c'est qu'on remarque aujourd'hui que la présence à l'école des spécialistes en enseignement de l'art dramatique augmente et que souvent ceux qui s'inscrivent dans le programme ont reçu, dans le fond, durant leur parcours au primaire ou au secondaire, des cours en art dramatique, ce qui les a donc inspirés et poussés finalement à jouer ce rôle d'artiste pédagogue à leur tour. Alors, maintenant, on enchaînerait avec le Chili. Andrea est d'ailleurs là. Je l'ai vu tout à l'heure. Alors oui, la présentation au Chili a été faite par Andrea Ubal Rodriguez de l'Université catholique du Chili. Alors, si je me trompe, Andrea, tu me corrigeras, n'hésite pas. Alors, même s'il y avait déjà des manifestations théâtrales au Chili, issues de certaines cultures précolombiennes, ce n'est qu'à l'arrivée des Espagnols que le théâtre va vraiment apparaître au pays. Et là, juste pour vous situer, le Chili a été découvert en 1520. Dans les décennies suivantes, il y a plusieurs conquistadors, etc. Et la conquête du pays, finalement, se solde par l'implantation des Espagnols. Donc, le théâtre va être utilisé au départ comme méthode d'endoctrinement, qui va permettre donc aux colonisateurs d'accomplir leur mission évangéliste. Et jusqu'au début du 20e siècle, le théâtre va être présent, mais d'une manière très discrète dans la société chilienne. Mais cela va changer avec la Seconde Guerre mondiale, qui va favoriser donc l'arrivée de compagnies théâtrales étrangères au pays. Et c'est là, finalement, que s'entame l'émergence et la structuration du panorama théâtral chilien, parce que les artistes vont avoir désormais accès à de nouvelles formes théâtrales qui vont leur servir de modèle. Et il y a des compagnies de théâtre qui sont formées au sein des 3 principaux établissements d'enseignement supérieur du Chili, qu'on voit juste ici en bas à gauche. Donc, ces 3 universités avaient comme objectif de faire découvrir le théâtre à de nouveaux publics, d'encourager, de promouvoir et de diffuser la création dramaturgique nationale et de créer des écoles d'art afin de former des personnes qui auraient, oui, des compétences interprétatives, mais des personnes qui seraient aussi capables de contribuer de manière significative au milieu artistique, éducatif, social et culturel du pays. J'insiste sur ces différents milieux parce que, bon, les artistes au Chili gravitent dans plusieurs univers. Donc, ce sont d'abord des professeurs de lettres et des architectes qui participent à la création de ces écoles. Ils vont être influencés par les méthodes de Stanislavski, par l'acteur studio, par le théâtre plus politique comme celui de Brecht et par le théâtre de l'absurde. Donc, les années 60 vont marquer un tournant. Donc, il s'agit d'une période très féconde. Le théâtre chilien va être présent et visible, mais de manière très centralisée, soit dans la capitale de Santiago et dans la ville portuaire de Valparaíso. Puis je vous ai même mis, une image. Parce que là, ce qui est intéressant de voir, et c'est d'ailleurs ce qu'Andrea avait fait dans sa conférence, c'est que le Chili est quand même s'étend sur la longueur, mais les villes que je viens de mentionner se situent vraiment au centre. Puis encore aujourd'hui, la pratique du théâtre au Chili demeure très centralisée. C'est pour ça qu'on jugeait pertinent de vous montrer cette carte. Donc, la période d'effervescence du théâtre chilien va être grandement favorisée par l'arrivée au pouvoir en 1970 de l'Unité populaire, donc le président Salvador Allende, qui va déclencher au Chili un véritable processus de démocratisation. Donc, l'art est engagé, on parle d'éducation populaire, on s'inspire de pratiques telles que celles de Paulo Freire. Donc, jusque-là, il n'y avait pas de formation particulière pour les enseignants en théâtre, c'est plutôt des acteurs ou encore des gens qui étaient issus du milieu communautaire qui enseignaient le théâtre. Mais avec le coup d'État du 11 septembre 1973, qui marque le début de la dictature militaire d'Augusto Pinochet, qui va gouverner le Chili pendant 16 ans, jusqu'au 11 mars 1990, on va passer d'une période très féconde à ce qu'on appelle en espagnol une période de apagón cultural. Donc, apagón, c'est la même expression qu'on utilise quand il y a une panne d'électricité. Donc, il s'agit vraiment d'un blackout culturel et il y a plusieurs formes de censure, d'abolition des structures, etc. Fait que tout est à réinventer, là. Mais malgré les répercussions de la dictature, les artistes et les enseignants vont continuer de travailler et le théâtre chilien va pouvoir se réinventer. En fait, on parle en fait de mort et de résurrection du théâtre chilien, grâce donc à l'initiative de ces enseignants-là, surtout en lettres, qui vont aborder leur contenu en faisant appel à des outils propres au théâtre. Donc, ce qui va permettre d'introduire le théâtre dans l'école, petit à petit, mais surtout au niveau privé. Donc, en 1990, c'est le retour à la démocratie.
À cause donc des initiatives passées, le théâtre demeure présent dans les communautés et les écoles privées. Il n'y a toujours pas de politique pour l'enseignement du théâtre au sein des écoles publiques. Il y a des activités en parascolaire, mais il n'y a pas de politique particulière à ce niveau-là. En 2000, il y a Véronica Garcia-Huidobro qui a enseigné le théâtre dans les écoles privées, qui va développer une espèce de méthodologie entourée d'une équipe, une méthodologie en pédagogie théâtrale pour réfléchir aux possibilités concrètes d'insertion du théâtre dans l'éducation. Donc, utiliser le théâtre comme outil didactique, comme activité expressive, comme façon de travailler la formation du public, ce qui va contribuer à la multiplication des écoles. On retrouve maintenant plus d'une quarantaine d'écoles de théâtre, toujours dans le centre du pays. Donc, cette première recherche-là va vraiment favoriser le théâtre en éducation et une espèce d'ouverture finalement à penser la formation des futurs enseignants en théâtre. Donc, depuis 2016, à l'Université catholique du Chili, on offre aux acteurs une formation d'une année en pédagogie afin d'acquérir donc les outils didactiques nécessaires finalement à l'enseignement du théâtre. Et cette formation s'accompagne de stages encadrés par des pédagogues artistes ou des pédagogues. Il y a aujourd'hui une quinzaine d'institutions qui enseignent le théâtre, surtout des écoles de jeu. Puis la recherche continue et se développe au niveau de la maîtrise et du doctorat. Et depuis 2020, avec la réforme de l'éducation nationale, il y a un programme de cours en art qui est offert dans les écoles secondaires publiques. Mais ça demeure toutefois optionnel, donc ce n'est pas garanti que les élèves vont choisir les cours en théâtre, puis on ne sait pas non plus qui va donner ces cours-là, puisqu'il n'y a pas suffisamment d'enseignants en théâtre formés pour une telle quantité de cours offerts partout dans le pays. Donc, présentement, le Chili est toujours aux prises donc, avec les conséquences de la dictature. Donc, la situation demeure fragile et marquée par des inégalités nombreuses. Donc, quelle est la place du théâtre et de l'art dans ce contexte? C'est la question que Andrea posait. Donc, pour l'instant, l'activité théâtrale est surtout une activité de résistance qui se fait à contre-courant puisqu'elle est peu soutenue par le gouvernement et les institutions. Autrement dit, le théâtre demeure une pratique très élitiste. Alors, on y va maintenant avec le Brésil, notre dernier pays. Je reprends mon souffle. Bon. Alors, le Brésil, c'est aussi au 16e siècle que le théâtre va apparaître au Brésil, une fois encore, comme méthode d'endoctrinement qui va permettre aux colonisateurs d'accomplir leur mission. Et jusqu'au 20e siècle, donc on a encore un gros écart dans le temps, les activités théâtrales vont surtout servir à inculquer des valeurs très ciblées. Et c'est également vers 1950 que les pratiques vont commencer à changer avec deux influences importantes qui vont marquer l'enseignement des arts dans le pays, celle de la pédagogie nouvelle avec John Dewey et celle de la libre expression avec Herbert Reed. Donc, c'est des influences, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais qui reviennent d'un pays à l'autre souvent. Donc, avec le développement de la créativité et de la capacité d'expression par le biais du jeu et de la prise en compte des intérêts de l'enfant, là, on identifie donc des objectifs généraux qui vont venir justifier la pratique théâtrale avec les jeunes générations. Et cette façon d'entrevoir le théâtre et l'éducation est encore présente aujourd'hui dans la majorité des établissements scolaires au Brésil, au détriment toutefois d'une compréhension peut-être un peu plus large du théâtre et des arts de la scène. Donc, à partir des années 70, l'obligation donc légale d'enseigner les arts à l'école va être l'occasion finalement de voir d'autres influences se manifester, bon, celle entre autres de Viola Spolin, Jean-Pierre Ringard, etc. Et il y a une génération de Brésiliens qui vont commencer, influencés par ces différents auteurs, à publier à leur tour des œuvres sur les rapports entre le théâtre et l'éducation. Bon, il y a des recherches donc de maîtrise et de doctorat qui se développent, aussi dans le domaine de la pédagogie du théâtre, à l'Université de São Paulo, puis plus tard dans d'autres régions du pays. Donc, la plupart de ces recherches ont comme sujet principal d'abord la notion d'improvisation théâtrale, puis des années plus tard, le rapport entre le théâtre et les autres formes d'art, et actuellement, le rapport entre le théâtre et les différents types d'handicap. Donc, aujourd'hui, même si le système scolaire brésilien parvient à inclure la quasi-totalité des enfants et des adolescents, il n'existe pas, par exemple, de politique éducative qui pourrait
contribuer à diminuer les inégalités qui caractérisent la société. Donc, il y a plusieurs carences qui sont observées dans le milieu, puis les pratiques théâtrales sont souvent fragmentées et interrompues. Là. De plus, les enseignants n'ont pas nécessairement de formation et les autorités de l'enseignement public ne comprennent pas toujours les bien-fondés de ces pratiques-là. Pourtant, comme le soulignait Maria Lucia, il y a plein de belles expériences qui sont vécues, très riches, mais qui ne sont pas nécessairement documentées malgré les efforts qui sont déployés au niveau de la recherche. C'est plutôt dans les secteurs de l'éducation informelle qu'on observe les pratiques les plus stimulantes, les plus fécondes, etc. Ce qui a été favorisé en 1990 par l'apparition de ce qu'on appelle le théâtre de groupe. Donc, ces groupes-là, s'ils voulaient obtenir des subventions des pouvoirs publics pour réaliser leurs œuvres, il n'y avait pas le choix de s'engager en contrepartie à intervenir socialement au sein de la population, en organisant des ateliers, des conférences ou d'autres activités de ce type-là. Donc, ce phénomène a contribué à ce que le théâtre, mais aussi la danse, la performance, commence à être expérimenté par les habitants de banlieue. Donc, à São Paulo d'abord, puis une fois encore dans les autres banlieues de d'autres métropoles brésiliennes. Donc, il y a quelque chose de précieux qui s'opère ici, c'est le dépassement de la prétendue dichotomie entre projets artistiques et projets sociaux. Donc, au Brésil, on a dépassé ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'écart entre créer un projet social et créer un projet artistique. Donc, présentement, le Brésil, lui aussi, vit une situation politique fragile, puis le pays est marqué donc par des inégalités nombreuses là, qui résultent des directives d'un gouvernement d'extrême droite. Donc, dans ce contexte de forte tension, la question peut encore se poser, quelle est la place du théâtre et de l'art? Donc, en ce sens, la formation en enseignement du théâtre, qui est actuellement proposée à l'université, fait face à des défis encore plus grands qu'auparavant. Et comme le proposait Maria, elle disait qu'à présent, le défi et la mission qu'il devrait se donner, c'est de réfléchir ensemble, enseignants et étudiants, à des pratiques théâtrales à l'école et dans l'éducation informelle, qui ait du sens pour l'ensemble des membres d'une société visiblement marquée profondément par des inégalités au sein d'une démocratie qui est de plus en plus menacée. Alors, ça serait tout pour le Brésil. Ça nous amènerait. Merci beaucoup, Virginie. C'est vraiment intéressant. Puis quand même, l'heure est atteinte, mais on a tout de même réussi à résumer un peu plus de 4 heures de table ronde dans cette heure. Et je pense que justement, comme la conférence, elle est enregistrée, ça va pouvoir être un référentiel utile par la suite. Et ça nous permet maintenant, en conclusion, là, c'est vraiment pour terminer la présentation, de faire ressortir des constats, des convergences et des divergences. Ce qui ressort vraiment de tout ça, c'est qu'il y a une variété d'approches et que l'enseignement de l'art dramatique se construit dans un temps, dans un lieu, dans le contexte sociopolitique et culturel caractérisé par chaque pays qui permet son développement. Donc, ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'il y a vraiment des tensions qui se font ressentir là, et qui vraiment ressortent de tout ça. C'est entre une pratique qui serait plus élitiste du théâtre, la formation de l'acteur, et un idéal de démocratisation de la pratique théâtrale vers l'enseignement de l'art dramatique à tous les niveaux, pour les enfants, les adolescents, les adultes. On a aussi l'idée d'une visée d'institutionnalisation versus l'éducation populaire. Donc, il y avait vraiment cette tension-là aussi qui semblait émerger. Au niveau aussi du textocentrisme dont je vous ai parlé, là, être collé au texte et en tension avec l'expérimentation de la pratique théâtrale, le corps et la voix, entre le savoir et le savoir-faire, le texte et le corps, des tensions aussi entre le théâtre comme moyen, on a vu, comme outil au service des apprentissages d'autres disciplines, ou le théâtre comme objet modélisable autonome dans une discipline qu'est l'art dramatique, et des tensions également entre le développement global de l'individu et une pratique artistique spécialisée. Donc, il y a toujours aussi ce dialogue-là, je dirais. On parle de tension, mais on pourrait parler aussi de rencontre et de dialogue. Également aussi, le théâtre, le colloque portait beaucoup sur cette idée de, est-ce que c'est une pratique sociale, artistique ou éducative? Les trois à la fois, cette équation-là est encore en train d'être résolue et fait l'objet de moult réflexions de la part des chercheurs et des praticiens. Et également, le statut de l'artiste a une grande variété selon le contexte. On a pu voir qu'il y a différentes façons de voir l'artiste, et la formation qui mène à l'artiste pédagogue ou à l'enseignement de l'art dramatique va vraiment varier. Somme toute, il y a des traditions un peu plus anciennes, d'autres qui sont vraiment nouvelles.
Patricia, Mais j'aimerais juste ajouter quelque chose. vas-y. Oui, ce qui est important, je pense, de retenir, c'est que au niveau des pratiques sociales, artistiques et éducatives, c'est que dépendamment des époques et des contextes, les dominantes vont être amenées à changer. Puis le théâtre-éducation, donc, va être amené à se situer donc, dans une pratique qui est soit davantage artistique et ou sociale et ou éducative, ou tout ça à la fois. Puis, bon, comme tu le disais, l'artiste a un statut différent, mais je pense que ce statut-là est amené à changer parce qu'on n'a pas la même vision ni la même définition de l'artiste. Donc, le rôle qu'on va lui attribuer va être différent ou sujet à changement au fil du temps parce que son rôle donc, dépend de la vision qu'on a de lui et de la définition qu'on en donne. Donc plus l'art va se développer, donc nous, comme je l'ai dit dans ma présentation, au Québec, on a pensé d'emblée au rôle de l'enseignant et à la formation spécialisée qui en découle. Mais ailleurs, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que plus l'art va se développer à l'école, ben, plus on va voir la nécessité d'une formation des formateurs. Tu sais. Puis bon, ce qu'on retient aussi, c'est que tous les modèles sont cohérents selon leur contexte. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment ce qui nous a semblé pertinent de vous partager aujourd'hui. Et peut-être si on va à la diapo suivante, juste avant de prendre vos questions, on a eu du plaisir à faire un petit montage du Grette présent. Donc, ça va faire sourire nos collègues lorsque nous étions tous présents à Grenoble l'année dernière, là, avant tout le contexte socio-sanitaire que l'on connaît aujourd'hui. Donc, des belles rencontres riches en échanges aussi et en réseautage, parce que c'est vraiment l'un des axes, des objectifs du GRED de créer ce réseau-là. Donc, cette initiative de la participation de membres du GRED, je ne me souviens plus combien on était, mais on était au moins 8, 9 là, du Québec. Donc, ça, je trouve que ça a été très, très riche pour nous de réseauter. Et on en garde des belles connexions, des belles amitiés aussi qui continuent de grandir.